Eh bien, bonsoir, diagonale l'actualité internationale du jeu d'échecs avec Éloi Rollange. Bonsoir Éloi. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Donc tout de suite, on va venir à l'événement de la semaine avec un très joli festival à Bienne. Oui, l'événement de la semaine, c'est le tournoi de Bienne. C'est vraiment l'événement du moment qui se déroule donc en Suisse, dans la ville de Bienne. Et on va voir tout de suite résultats, classement, tout ce qu'on a envie de voir, les plus belles parties et des interviews. Donc première rubrique, l'événement de la semaine. Oui, putain, je crois que je l'avais pas. Voilà, donc la semaine, donc l'événement, c'est évidemment le Festival de Bienne. Alors, Festival de Bienne, Éloi, on peut en parler déjà un petit peu. C'est un tournoi, on peut dire, un peu derrière Linares ou Wekanse ou les grands tournois qu'on a vu, Dortmund aussi, qu'on a vu un petit peu au début de l'année. Mais c'est quand même un tournoi de grande catégorie mondiale. On peut le citer dans les 10-15 meilleurs tournois du monde quand même. Oui, alors pour comparer au tennis, ce qu'on a effectivement envie de faire pour vulgariser tout ça, ce n'est pas un tournoi du Grand Chelem, c'est un tournoi du Super 9, c'est-à-dire qu'effectivement, il y en a une dizaine dans l'année qui sont équivalents, puisqu'il y a quand même un plateau très très prestigieux avec notamment le jeune Ponomariov. Ponomariov, évidemment, c'est la vedette, on peut dire, cette année, la vedette médiatique, avec, on peut citer aussi Zvidler, parce que Zvidler est un des rares joueurs au monde à avoir battu Kasparov. Hein, il y a de ça 2 ou 3 ans au tournoi de Tilburg. Oui. Il nous l'a précisé lui-même. Donc on ne s'en rappelait plus exactement du tournoi, c'était Linares ou Tilburg. Donc Zvidler qui est quand même connu pour sa victoire contre Kasparov, évidemment, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et aussi Gelfand, je pense qu'on peut dire, c'est les 3 joueurs vedettes de ce tournoi. Oui, alors Boris Gelfand, rappelons quand même qu'il a été numéro 3 mondial, qu'il était juste en concurrence avec Ivanchuk. On ne savait pas lequel des deux allait battre Kasparov. En tout cas, ils étaient deux à être très très prometteurs avec Ivanchuk il y a de cela, je dirais, une dizaine d'années. Maintenant, Boris Gelfand est un peu moins fort qu'avant, il est un peu au creux de la vague, mais effectivement, c'est toujours un joueur extrêmement fort, capable de n'importe quoi, il est capable du meilleur et du pire. C'est un joueur donc, qui calcule très bien et qui peut faire un peu ce qu'il veut. Alors aussi, on retrouve Van Veli, qu'on avait vu au tournoi de Wekanse, justement, on avait fait une interview de Van Veli. C'est le deuxième joueur hollandais, je crois. Le deuxième joueur hollandais. Il y a 3 joueurs en Hollande, c'est Timman, Van Veli et Piquet. Van Veli étant le plus stable puisqu'il est toujours en seconde position. Piquet et Timman sont un petit peu en train de changer, de switcher, puisque un coup c'est l'un qui est premier, l'autre qui est troisième, l'autre fois c'est le contraire. Mais en tout cas, Van Veli c'est un joueur très stable qui a énormément progressé et qui a fait des très belles performances au championnat du monde junior et cadet. Et enfin, donc 2 joueurs de très bon niveau aussi, puis il s'agit de Milov et de Gallagher qui sont tous les 2 suisses. Des origines diverses, je crois. De Milov, il n'est pas suisse d'origine. Milov, je pense qu'il est russe ou Azerbaïdjan, enfin ex-URSS, bien entendu. Joueur très très fort. J'avais joué contre Milov au championnat du monde des moins de 20 ans à Buenos Aires au Brésil. Buenos Aires en Argentine même éventuellement. Oui. Et donc j'avais fini par perdre une partie assez tendue dans ce championnat. Et Milov avait bien figuré mais n'avait pas gagné le tournoi finalement. En tout cas, c'est un très très bon joueur qui tourne autour de 2650 mais qui n'est pas toujours très très actif. C'est-à-dire qu'il ne joue pas beaucoup de parties. Et donc Gallagher aussi qui est suisse, avec 2514, c'est le moins fort elo du tournoi. Moins fort elo du tournoi, il a écrit beaucoup de livres, beaucoup de bouquins. Il s'est donc un peu consacré, je dirais, à la littérature échiquéenne et il a écrit énormément de choses sur les ouvertures. Il a un peu délaissé son style de joueur en tant que joueur, mais ici il revient. En tout cas, on va le voir tout à l'heure, ce n'est pas son meilleur tournoi. C'est pas son meilleur tournoi, mais bon, donc un très joli tournoi avec donc ces 6 joueurs. Ça, c'est le tournoi phare. On peut dire après derrière il y a le festival avec aussi un très fort Open, puisqu'on retrouve aussi de très forts joueurs. On a vu Sebalo, on a vu donc 2 grands maîtres de très bon niveau. Et on a surtout vu des jeunes. Et on a vu le jeune Radjabov notamment. Radjabov, alors il est tout petit, effectivement. Je ne sais pas quel âge il a. Il doit avoir 13 ans. Il est effectivement tout petit. Vraiment, on dirait un gamin. Vraiment. Mais c'est un gamin. C'est un gamin. Et donc Radjabov qui joue dans ce tournoi, qui a eu un titre chez les jeunes. Je crois qu'il était champion du monde cadet. Ouais, ou non, pas cadet, peut-être pas, mais minime ou quelque chose comme ça. Ouais. Enfin, des jeunes en tout cas. Il avait joué le championnat du monde cadet avec Laurent Frassinet. Il avait bien figuré là-bas. En tout cas, c'est un jeune très prometteur. Il y avait également Galkin, le russe, qui est champion du monde junior en titre, à ne pas négliger. Et il y avait un Ukrainien qui s'appelle donc Volokitin, jeune Ukrainien de 14 ans, qui est un nouveau prodige, qui doit tourner autour de 2400-2450, mais qui apparemment jouerait mieux que son elo. Donc un Open très fort, et puis évidemment il y a d'autres Open qui sont là
ouvert, comme un Open c'est ouvert par définition, par contre aux joueurs évidemment de clubs, où il y a pas mal de monde. En tout, je crois qu'il y a 700 participants. Oui, il y a plus de 700 personnes qui passent, c'est-à-dire qu'il y a des tournois le week-end, des tournois de blitz, des tournois de parties rapides, des tournois de parties longues, notamment ce gros tournoi de Metz, ce gros Open. Donc effectivement, c'est là tout l'aspect d'un festival d'échecs. Ce n'est pas juste un tournoi, c'est tout un ensemble de tournois, évidemment accessible à tout le monde, puisqu'on peut toujours trouver un tournoi à son propre niveau. Et puis alors donc un tournoi qui est fortement suivi par la presse, on a vu il y a beaucoup de journaux, que ce soit en langue suisse, donc romane ou germanique, là, donc leurs 2 langues locales, et beaucoup de journaux qui en parlent, de journalistes qui se déplacent, et y compris la télévision. On a pu voir la télévision locale et nationale qui s'est déplacée pour suivre ce tournoi. Il faut dire que donc ce festival existe maintenant, c'est une grande tradition en Suisse, puisqu'il existe depuis 33 ans. Depuis 33 ans, et il a vu passer vraiment des moments très très forts, avec l'organisation notamment de 3 tournois interzonaux, dont 2 gagnés par Boris Gelfand d'ailleurs, donc qui est un peu l'enfant du pays, on va dire l'enfant de Bienne, qui est toujours très content de revenir là-bas. Il y a vraiment des organisations de très très gros tournois. Effectivement, ça a été sponsorisé par le Crédit Suisse, donc il y avait des budgets considérables qui permettaient des organisations avec des pics à 1500 joueurs qui passaient dans l'Open. On peut dire qu'il y a de ça entre 5 et 10 ans, Bienne était vraiment la capitale du jeu d'échecs en Europe. Oui, alors la capitale, alors, ça a un peu baissé parce que le sponsor principal s'est retiré, mais ils ont retrouvé d'autres sponsors et donc ça reprend de l'ampleur. Et de toute façon, c'est connu des joueurs d'échecs. Et comme on a pu le voir, les grands maîtres sont très heureux de revenir à Bienne. Et donc ça joue beaucoup, évidemment, dans la décision d'un joueur d'aller quelque part s'il connaît déjà le lieu et que ça lui a déjà plu. Oui, disons que Bienne est dans tous les esprits comme étant un tournoi dans lequel on a envie de participer. Maintenant, effectivement, c'est-à-dire que quand on leur propose, ils sont ravis de venir. Et maintenant, il faut trouver des moyens pour pouvoir les inviter. Et c'est là un peu ce qui pêche actuellement. Mais en tout cas, effectivement, Bienne a des superbes perspectives puisque tout le monde a confiance dans ce tournoi. Voilà, bon, la preuve est que même quand il n'y a pas un interzonal comme à l'époque, il y a quand même Zidler, Ponomariov, Gelfand, Emilov et Gallagher qui jouent donc un super tournoi. Alors au bout de 5 rondes, on va faire un petit bilan. Au bout de 5 rondes, on a Zidler en tête, finalement, qui a fait un très bon début, avec 3,5 points et il distance largement le second Van Veli d'1 point. Oui, alors Zidler, effectivement, dans ce tournoi, il cartonne. On peut dire que vraiment qu'il cartonne. Très très efficace, il joue vite, il calcule très très vite, il est très très actif. Il a fait une superbe partie contre Ponomariov qui s'est terminée par la nulle. Effectivement, il y a la partie du jour qu'on va commenter, qui est la partie Zidler contre Gelfand, qui est vraiment un festival. Alors là, le festival au festival, puisque c'est un festival de feux d'artifice, de sacrifice, qui est totalement délirant et démentiel. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc Zidler, en ce moment, sur un nuage, je crois qu'il a donc, oui, c'est ça, 3,5 points sur 5 et il survole le tournoi. Alors, on va continuer à parler du tournoi, mais avant de revenir à ce tournoi et de continuer de parler de cet aspect historique de ce tournoi, on va voir tout de suite un clip, le clip du tournoi, voilà, qu'on a filmé là-bas, 2 minutes.
donc en dernier, on vient de voir Ponomaryov en train d'analyser contre Zviller. On a vu beaucoup de joueurs. Alors le jeune qu'on a vu tout à l'heure, c'était Radjabov. C'était Radjabov. Alors effectivement, à ne pas confondre avec Ponomaryov, Radjabov, c'est celui qui était habillé en tenue jaune. Voilà, et qui est surtout brun, alors que Ponomaryov est blond. Voilà, tout à fait. Une autre différence notable. Ouais, donc on a vu quelques joueurs de l'Open. On a vu notamment Boris Avrourt, qui a fait nul avec Kasparov dans un critérium israélien. Donc Boris Avrourt, qui est très très fort, effectivement, qui a gagné l'Open de Vishkanzi, qui a 2650 et qui est un jeune en pleine progression, puisqu'il sort de 3 ans de service militaire, ce qui est quand même pas rien. Oui, donc il est en forme. Ah, il est en forme. Ça joue, ça, physiquement. Physiquement, ça joue un max. Alors, on va revenir sur l'aspect historique. Il y a un organisateur qui l'a organisé, donc, enfin, le créateur de cet Open qui l'a créé, donc c'est Monsieur Zouri, qui, donc, à Bienne, a été l'initiateur du tournoi et donc l'a organisé pendant 30 ans. Ouais. Il a laissé la main qu'il y a quelques années. Oui, effectivement, c'est l'organisateur, la légende, enfin l'encyclopédie vivante de ce tournoi de Bienne. Il se rappelle de tout. C'est lui qui, en fait, il a un talent particulier pour trouver des jeunes talents. C'est-à-dire qu'il a invité Joël Lautier en 1987. Donc en 87, Joël Lautier devait avoir 13 ans. Était encore totalement inconnu puisqu'il n'avait pas été champion du monde junior, il n'était même pas maître international. Donc il l'a invité à ce moment-là et après c'est là que Joël Lautier a décollé. Ils ont également invité Étienne Bacrot alors qu'il était encore très peu connu. Ils ont invité nombre de jeunes talents vraiment. Là on voit encore Galkin, Ponomaryov, ils font toujours des efforts sur les jeunes. Donc c'est lui en fait qui a ce talent pour déceler les jeunes prodiges. Et effectivement c'est lui qui a eu la volonté d'organiser tout ce festival, de gérer donc tous ces tournois. C'est une organisation énorme et il a fait ça vraiment extrêmement bien pendant une trentaine d'années. Donc on peut vraiment lui rendre hommage, Monsieur Hans Souris. Voilà, et on a vu aussi donc un journaliste qui s'est démené comme un fou pour la partie presse. Donc ça c'est important de le souligner parce que c'est pas toujours le cas dans les tournois. Il n'y a pas toujours un service de presse digne de ce nom pour valoriser le tournoi au niveau de la presse. Donc c'est notre ami que tu vas présenter. Notre ami Olivier Breissacher, donc qui nous a effectivement très très bien reçus puisqu'on a été très bien accueillis à Bienne. Lui il gère très très bien. Bon, il est journaliste de formation, donc il écrit très bien, il fait des très beaux articles. Un vrai passionné. Un vrai passionné d'échecs et surtout un véritable professionnel de son métier. Toute la presse était au rendez-vous et donc le tournoi de Bienne a très bonne presse en Suisse et on est heureux de pouvoir apporter une touche supplémentaire un peu au niveau international. Voilà, alors on va voir maintenant la première interview de Pelletier, Yannick, je crois, c'est ça? Yannick Pelletier, leur champion de Suisse, voilà, puisque le champion de Suisse en titre. Donc il est jeune, il est très sympathique, il a beaucoup joué en France et n'oublions pas qu'il est également français. Il a la double nationalité suisse-française, donc si on peut l'envoyer, monsieur Yannick Pelletier. International du jeu d'échecs, nous sommes ici avec Yannick Pelletier, champion de Suisse en titre. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors le festival de Bienne, c'est la tradition et toi tu es biennois d'origine, donc tu l'as connu depuis que tu es tout petit. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les évolutions de ce tournoi et comment tu les as ressenties depuis que tu es un jeune joueur? La première fois que j'ai joué à Bienne, je devais avoir 10 ans, quelque chose comme ça. Et puis c'était extraordinaire de voir les grands joueurs qui étaient là tout près. Et puis petit à petit, je suis aussi monté en grade. Et j'ai pu jouer dans l'Open des maîtres, après dans le tournoi des grands maîtres. Et puis c'est vraiment quelque chose de très important pour moi et aussi pour la ville de Bienne et la région. Maintenant tu es maître international et tu continues à participer. Alors il y a encore un tournoi fort qui t'intéresse ici? Bien sûr, ouais. Il y a déjà le tournoi des grands maîtres, et puis le tournoi de maîtres, l'Open est très très fort, il y a une vingtaine de grands maîtres, donc c'est vraiment très intéressant. Alors champion de Suisse cette année, ça va changer quelque chose pour ta carrière de joueur d'échecs? Est-ce que tu es professionnel également? C'est deux questions en même temps. Alors je suis professionnel et le titre ne va pas changer grand chose pour moi, j'étais déjà champion suisse en 95. Et bon, là c'était déjà quelque chose de plus important, mais maintenant bon, j'ai gagné en match de barrage contre Gallagher, donc bon, je suis pas vraiment, je suis autant champion suisse que lui probablement. D'accord, tes prochains objectifs au niveau des échecs suisses et au niveau des échecs internationaux? Pour les échecs suisses, il n'y a pas grand chose à dire, disons, c'est un peu le désert, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien de spécial, mais bon, la fédération survit quand même, elle réussit à envoyer une équipe potable aux Olympiades, donc bon, ils essayent de trouver des sponsors, mais c'est pas facile. Quant à moi, je joue aux Olympiades et puis bon, je vais essayer de progresser. Le titre de grand maître hein? Ah, ça attend depuis 2 ans déjà. D'accord, eh bien Yannick Pelletier, merci beaucoup. Merci Laurent. Voilà, Yannick Pelletier, donc sympathique champion suisse. Je crois qu'il aurait peut-être pu jouer en France s'il avait décidé de se faire cité sur la liste France en tout cas. Oui, tout à fait. Alors ça c'est la fameuse nationalité, disons au niveau de la FIDE, de la Fédération internationale des échecs. On n'est pas forcément de la même nationalité que l'on est réellement.
Voilà, je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais en tout cas, il faut choisir une nationalité échiquéenne alors qu'on a une nationalité, je dirais, politique. Donc Yannick Pelletier, voilà, ici à Bienne, en train de jouer cet Open. Il a perdu une partie contre Boris Avrourt à la première table. Bon, alors, ses perspectives dans l'Open, il est un peu noyé dans la masse puisque cet Open est vraiment très fort. Oui. Et donc, en fait... voilà quoi. Bonne chance Yannick, puisque ça va pas forcément être facile ce tournoi. Alors on passe maintenant au tournoi premier avec Joe Gallagher. Alors Joe, le voilà. Sur internet, nous sommes ici avec Joe Gallagher, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le joueur suisse de ce tournoi, et donc ce tournoi de grand maître avec des très très forts joueurs. Donc comment est-ce que vous allez vous en sortir, puisque je pense que vous ne faites pas partie des favoris ici. Donc une préparation spéciale pour le tournoi? J'avais pas le temps pour une préparation spéciale. J'ai joué un tournoi qui a fini 2 jours avant. Je suis pas très bien préparé. C'est dommage, mais j'étais invité à la dernier moment et j'avais déjà un tournoi avant. Ça va être très difficile pour moi, c'est clair, oui. D'accord, le début de tournoi, vous avez fait un demi-point sur 2, vous avez fait une nulle et vous venez de perdre contre Peter Svidler. Quel est votre, que voulez-vous faire pour la suite du tournoi? Quel est votre objectif? J'ai pas vraiment un objectif, je prends chaque jour, je regarde, je fais le maximum chaque jour. Je pense si je peux faire 4 sur 10, 3,5, c'est normal, un résultat normal. Bon, oui. D'accord, et donc vous écrivez beaucoup de livres sur les échecs, beaucoup de livres sur les ouvertures qui sont publiés en anglais. Ça vous prend beaucoup de temps, vous avez un peu délaissé la carrière de joueur pour l'écriture. Oui, parce que j'ai 2 enfants, une femme, une famille et je ne peux pas voyager tout le temps. J'ai décidé d'écrire, oui. Depuis 7-8 ans, j'ai beaucoup écrit, pas beaucoup joué. J'ai joué, mais pas dans les meilleures conditions peut-être. Et là c'est écrit, enfin j'ai lu dans la presse que vous alliez vous remettre à jouer, en tout cas pour au moins 1 an, à commencer à jouer beaucoup plus sérieusement dans les tournois. Oui, parce que oui, peut-être c'est la dernière chance pour améliorer mon jeu maintenant. J'ai 36 ans, peut-être. Oui, pour 1 année ou 2, je peux essayer. D'accord, eh bien bonne chance pour ce tournoi et merci d'avoir répondu à cette interview. Merci. Voilà, Joe Gallagher qui donc pour l'instant a marqué qu'un demi-point. C'est vrai qu'il a du mal à décoller. Mais c'est dur, de toute façon, quand on voit une différence de 100 ou 200 points là, il faut rappeler que c'est très difficile. Ah oui, c'est énorme. D'autant plus que Joe Gallagher est en manque d'entraînement, en manque de compétition. Et là, il joue contre des superstars haut dans longue, donc notamment Ponomariov qui est très très motivé, Galfand Svidler qui sont extrêmement forts, Van Valier aussi. Donc c'est très difficile effectivement d'arriver et tout de suite aller dans le grand bain en train de nager avec des professionnels. Il faut rappeler quand même que Svidler est, je crois, 14e mondial. Svidler a été mieux que ça. Maintenant, il est peut-être redescendu à la 14e place, mais en tout cas, c'est effectivement un des Russes les plus forts existants sur cette planète. Oui, tout à fait. Il y a des joueurs, tout simplement, russes, pas uniquement russes. On va passer justement maintenant à Peter Svidler. On va juste avant signaler que Peter Svidler est relativement nerveux. On l'a vu sur les parties, il n'arrête pas de bouger, il ne tient pas en place, il est assez nerveux, même quand il parle, il est assez nerveux. Oui, il est très très speed, très speedé. En tout cas, il n'est pratiquement jamais assis. On a l'impression qu'il pense, qu'il réfléchit extrêmement vite et que ça lui joue des tours. Il doit pouvoir faire des gaffes. En tout cas, on a l'impression qu'il n'est pas concentré du tout, Svidler. C'est-à-dire qu'il n'est jamais assis. Enfin, en tout cas, les images vont probablement vous en dire plus. Ouais. Donc, si on peut envoyer l'interview de Peter Svidler, ça vous en dira plus. Diagonal International Chess News. We are now with Peter Svidler. Hello. Good evening. So, Peter, here you are leading the tournament after 2 rounds. You have 2 out of 2. It's a good start. Your objective is to win the tournament? Well, there's hardly any sense to coming to a tournament if you don't want to win, especially being a rating favorite. But so far, I mean, after 2 rounds, saying someone is leading is a bit premature. Okay, I had a better start, but okay, after 5 rounds, it will be much more clear whether anyone is really in the lead. But obviously, I'm very happy with the way the tournament has started. You have a big experience in very strong tournaments. We remember that in Linares you beat Garry Kasparov 2 years ago, I think, or 3 years. So here it's okay. We don't see you so much in the international scene. Actually, what is the reasons for that? Well, one correction: I've beaten Kasparov in Tilburg. In Linares, I've never won a game against Kasparov. I'm on -1 in Linares, but that's okay. I've won 1 game. It was a good experience. But basically, the reason I was quite inactive for more than half a year was I had a very, very bad year last year. In '99, I
finished last in Linares and those rounds. And then basically, if you play badly for a long period of time, people notice and stop inviting you, and it's quite fair. I mean, I have only myself to blame. So when obviously it also means that your rating falls, and for half a year I didn't have any tournaments at all. I played in the Russian Team Championship. It was my only rated tournament from January to July, and I think it did me a lot of good actually, this inactive period, because I had time to reflect on what I was doing wrong and correct a few things. And now it looks like 99 is over finally. Yes, and this year many tournaments are coming, I think, for the end of the year. Probably the Olympiads and the World Championship. Well, the Olympiad is not so clear for me, since we have this problem with the Russian Federation, which still hasn't paid its debts from a list, as everybody knows by now. So the Russian Olympic team is a big question mark right now. But I am playing Polyanitsa's Droy. I'm playing the FIDE World Cup if I get the Chinese visa, since quite a lot of people refuse to play there. And I have a lot of tournaments for this half a year, so I'm not complaining at all. And the World Championship, you didn't mention it. Well, is there a world champion? I'm certainly playing if there is one. So no, the reason I'm not mentioning it is, well, they say it's all okay, but it looks a bit dubious still. We all hope it happens, but we would like a bit more certainty with this tournament, as usual. I mean, as in 97, as in 99, we are absolutely assured that it will happen when the invitations are sent out, and the invitations are not sent out yet. So, no, I will certainly play if there is a World Championship this year. Okay, it was Peter Svidler. Thanks a lot, and have a good finish day here. Thank you. Voilà, des petits problèmes de son, puisqu'on a eu des problèmes d'enregistrement. Peter Svidler, donc on a vu qu'il était objectif, on peut dire, sur le fait qu'il n'est plus invité désormais dans les plus grands tournois du monde. Il a été invité pendant 1 ou 2 ans, parce qu'il était arrivé dans le top 10, et puis effectivement il avoue que bon, j'ai fait de mauvais résultats, c'est normal, il faut que je remonte au niveau des meilleurs. Oui, tout à fait, il prend ça avec sérénité. Son année 99 a été complètement catastrophique, et donc il le reconnaît, il s'en rend bien compte, et il comprend bien les organisateurs qui ne l'invitent plus, puisque effectivement on ne peut pas non plus inviter 10 Russes dans le même tournoi. Et enfin, les organisateurs des tournois du top, quoi, hein, les 5 ou 6 plus grands tournois du monde, quoi. Oui, tout à fait, oui. Donc il a joué très peu, il a extrêmement peu joué, et là il dit "It seems that 99 is over", et il a l'impression que son année catastrophe est passée, et qu'il revient en pleine forme. En tout cas, il est en train de nous le prouver plutôt bien, puisqu'il a fait un départ complètement canon. Départ canon, et donc Svidler aussi qui va probablement donc jouer la World Cup, il a dit, en Chine. Oui, la World Cup organisée par la FIDE. Et qu'il espère pouvoir jouer le championnat du monde s'il a lieu. S'il a lieu, voilà. Is there a World Championship? Y aura-t-il un championnat du monde? Il ne le sait pas. En tout cas, tant que les invitations n'ont pas été envoyées, le tournoi n'est pas officiel. Donc pour l'instant, apparemment, personne n'a reçu d'invitation pour ce championnat du monde annoncé à Téhéran et New Delhi. Ouais. Donc suspense. En tout cas, Peter Svidler jouera s'il y a un tournoi. Ah, s'il y a un tournoi. Autre chose, il a parlé de son départ, il était assez content, mais il attendait la 5e ronde pour savoir si c'était bien, et justement la 5e ronde, il est en tête avec un point d'avance. Oui, la 5e ronde, en fait il a 4 points sur 5, je pense. Je pense qu'on s'est trompé, il a gagné 3 parties et fait 2 nuls. Ouais. Donc tout à fait remarquable départ de Peter Svidler, effectivement. Donc Douane, il doit être content en fait. Oui, plutôt content. Bah, en tout cas, effectivement, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il revient, il cartonne comme un fou, puisqu'il a battu Gelfand, il a battu Joe Gallagher, enfin il a gagné beaucoup de parties, 3 parties sur 5, c'est bien considérable. Donc content, tranquille et serein pour la suite du tournoi. Alors on va voir maintenant un autre joueur qui est un peu moins serein, puisqu'il a réussi moins de points, mais c'est un joueur très très fort, qui a été candidat au titre mondial, qui a été donc 3e joueur du monde. C'est le sympathique Boris Gelfand, israélien maintenant. Extrêmement sympathique Boris Gelfand, qui a accepté de répondre à l'interview et qui en plus nous a commenté un morceau de partie, mais ça je crois qu'on le verra après. On le verra après, oui. On le verra après. Diagonal International Chess News. We are now with the ex-number 3 in the world and actually Super Grandmaster Boris Gelfand. Hello. Good evening. So here you play this tournament in Biel, and actually your start is not so good. You scored 1 point out of 2. Can you comment briefly your 2 first games?
Yeah, both of them okay. I just missed winning last minutes of the round. Yeah, both way. Especially yesterday was easily winning. Yeah, but I missed my chance as well as today. Yeah, I hope I can recover. Yeah, to do better later. Yeah. So here, your objective is clearly to win the tournament, I believe. So how will you manage to do that? But mainly objective to play good games, yeah, to try to win, because lately I was out of form, I didn't do well last half a year. I hope now I can get back to my form, yeah. You played here already in Bill a long time ago, so it's like a tradition for you, or you like this place? Yeah, I played, it's my 4th time here in Bill, and I like it here, especially I have nice memories. I won interzonal tournament here in '93, yeah, it was a big event. But it's nice, yeah. It's always nice to be here. It's nice festival, yeah. And I have a question about your chess career. I mean, before you was third in the world, you was very, very promising. I think some people think that you can be world champion, and actually your level is going just quite down. So how can you explain this sudden difference? Yeah, I cannot say that it's going very much up, because the rating says about the same, yeah. But some more young players every year, somebody grows, yeah, so they joined. But okay, since I was in the top, okay, let's say we are not going to enter discussion about who is world champion now, but if because actually it's how to say, difficult to say who is in fact the champion, yeah. But okay, nobody will be able to beat Kasparov, yeah. In a way, okay, he cancelled World Championship already many years, yeah, there is no competition, but nobody managed to overcome him, yeah. So it's not only me. And what are your projects in chess in general? You want to be still world champion, or you just want to play good chess to make the chess world improve? No, but now there is, like I say, no real world champion as it was before. There is FIDE championship, which is nice event, but okay, it's not the same value as a champion before. And okay, Kasparov is claiming the title because he's the strongest, but okay, he destroyed the whole organization in a way. But my goals are just to improve, yeah, and play good chess, yeah. Keep playing good chess, yeah. Right, and your next tournament, you will play the FIDE World Championship, as it's called? Yeah, I will play, but I play some more events before. I play Polenitsa Zdruy Rubinstein Memorial, and I think I play this FIDE World Cup in China. Then Olympiad is following, Euro Cup is following, yeah, so I have quite a busy schedule now. Yes, as many chess players, yes, you have many tournaments to come. So, okay, here we hope the best for you, and we thank you a lot for this interview. Thank you very much. I hope I can fulfill your wishes, yeah. Thank you. Voilà, sympathique Boris Vegelafond, on peut dire, hein, c'est un des joueurs du circuit qui nous a le plus surpris par sa sympathie, quoi. Il y a quelques joueurs comme ça, on est heureux de les avoir interviewés. Il est très très expansif, il nous a parlé énormément après l'interview, avant l'interview. En tout cas, il est très content d'être à Bienne, puisqu'il a des très bons souvenirs, notamment l'interzonal de 1993. Que dire d'autre? À la fin, il espère qu'il va pouvoir tenir qu'il va pouvoir jouer aussi bien que ce qu'on attend. Pour l'instant, ce n'est malheureusement pas le cas, puisqu'il avait 1,5 point sur 4, donc il avait perdu une partie contre Fiedler et n'en avait pas gagné. Donc début de tournoi difficile pour Boris Gelfand. Cependant, que dire d'autre? Oui, toujours ce doute sur le championnat du monde FIDE, qui est champion du monde, les joueurs ne savent plus, et en tout cas mettent tous le doigt sur ce problème. Oui, je crois que c'est vraiment le gros problème actuel. Bon, peut-être le match Kasparov-Kramnik va permettre de remettre les pendules à l'heure, mais ça va être suivi du championnat du monde à New Delhi. Oui. Donc il y aura encore 2 champions du monde, voire 3, parce que Karpov est pas déchu encore, parce qu'il est en procès. Oui, Karpov est en procès. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'idéal, c'est que moi je vois une issue très simple. Kramnik gagne et se raccorde à la FIDE. Et Kasparov sera ennuyé. Ça résout le problème. Oui. Ça résolverait le problème. Oui, tout à fait. Ça résoudrait, oui. Donc on va voir peut-être une... Alors avant de voir la suite, évidemment, c'est une analyse de Gelfand. On va voir la position que Gelfand nous a analysée. Alors c'est-à-dire qu'en fait, on va entrer dans la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire les positions critiques et les parties commentées. Donc il y aura 2 segments à voir. Donc si on peut lancer la deuxième série, qui est donc la partie de la semaine, qui ici sera divisée en 2. Voilà. Bon, voilà,
la partie de la semaine. Donc on va voir tout de suite une position. Donc là, ça va être assez court hein, parce que donc Boris Gelfand nous a fait une analyse succincte, mais intéressante de sa partie. Donc contre Vadim Milov. Contre Milov, voilà. Et on va voir tout de suite une position. Voilà, si on peut nous mettre un petit en bas à droite. Alors, je pense qu'on est en train d'y travailler. En tout cas, voilà, nous y voilà. Voilà, donc on voit une position donc, de la partie contre Milov hein, qu'on peut télécharger sur Internet, sur par exemple The Week in Chess, notre partenaire anglais, avec qui on fait l'émission anglaise avec Malcolm Payne. Donc les parties sont disponibles. Donc vous pourrez télécharger les parties, voir cette partie donc, entre Gelfand et Milov. Et on arrive donc au 33e coup à cette position Dame 3 où là donc Boris nous fait une analyse. Alors on va peut-être Voilà, donc Dame 3, c'est le dernier coup des Noirs. Voilà. Ici les Blancs ont donc une position qui a l'air, qui semble être prometteuse puisque les pions blancs côté Roi Noir sont bien avancés. C'est cette fameuse chaîne de pions. Le fou de Vadim Milov a l'air enfermé. Et ici, donc dans cette position, Boris Gelfand fait la faute. Et c'est ce qu'il va nous expliquer tout de suite si on peut envoyer son commentaire. Voilà. Somewhere here black misplayed, and this is the position, yeah? Actually this is a critical position, because I had to go queen f3. He has to take to go back, I just go. And then game, okay, it's complete domination. He plays c5, let's say I play rook c1, then king goes to center, g4, f5. One day I win this pawn, or knight would come to the game. But I got tempted with another possibility, queen c4 here. Idea is to get mate. But he found this defense, c6, and after rook d7, rook d5. Protecting, that's what I missed, yeah, and okay, I have to take. And now we agreed to draw because it's perpetual check, yeah. King is in trap. Yes, so you shouldn't try to mate with rook d7 and just play the endgame, yes. I have to go for endgame, which is good, yeah. Okay, all the game it was not so winning, it was always slightly better, yeah, but somewhere few moves before my opponent didn't play precisely. He is forced to change queens? It's impossible to go back? If he goes back, just, okay. And no piece is moving, yeah, it's just a domination, yeah. Yes, you are controlling all the squares of the diagonal, yes. And It's not moving, rook is not moving, bishop is not moving. Actually, it's almost, he is forced to take, but now it's his endgame, I would rather say lost, yeah. It still requires some technique, but in the long run, all pieces are put. Actually, at a certain point he had to put pawns like this before, so without this advance, it's very good drawing chances. And you saw two possibilities, and why you choose this queen c4? Yeah, I saw both, but actually when I saw from before, I thought, okay, I play queen f3 better, but then I got tempted with the idea to mate him, yeah. I didn't see defense, so I went for it. And after c6, it's no chance to find something? I had to return, yeah, and get this position few tempos down. But now rooks comes, queen e4, let's say queen, listen, rooks comes to d5, it's already much less. Still, maybe it was the best chance, yeah, but it's already big chunk of advantages missed. Okay, so what can I say? Okay, it's a pity. Yes, it's yes. Okay, thank you. Thank you. Voilà, donc Voilà. très intéressante analyse. Alors on va peut-être revoir un petit peu les idées que nous a donné Boris Gelfand dans cette position. Donc nous allons nous remettre en petit, voilà, en incrustation. Donc ici, qu'est-ce qu'a dit Boris Gelfand ? Dans cette position, il avait le choix entre deux possibilités. Donc la possibilité qui était de ramener la dame en F3, qu'on va regarder, et la possibilité qu'il a choisie, qui est donc dame C4. Ouais. Alors, regardons d'abord la partie. Ça paraît plus logique. Alors c'est ce qu'il nous a montré, ouais. 33e coup, il joue dame C4. Avec l'idée d'attaquer le pion F7. Alors l'idée est effectivement de passer la tour sur la case D7. Ça empêche un échec de la dame noire aussi, on peut noter. Hein. Effectivement, ça contrôle la case E2. C'était la menace des noirs. Et la C'est case dame E4. 2 échec qui gagne la tour. Oui, oui, tout à fait. Ici, donc avec ce coup, dame C4, il menace, donc il défend, et il attaque en même temps, il menace tour D7, et le pion, donc F7, ici, Serait attaqué. serait attaqué et indéfendable, Et tout indéfendable, simplement. voilà. Donc ici, Boris Gelfand n'a pas vu de défense, il a donc joué dame C4, et Vadim Milov a trouvé un très beau, la seule défense en fait, on La peut seule dire, dans défense. cette position. La seule défense. C'est le coup C7, C6, Ouais, c'est- apparemment qui n'a l'air de rien. Il l'a pas vu parce que Gelfand, parce que ce pion est en prise, mais en fait, on voit très bien que si la dame prend le pion, les noirs jouent dame 2 échec et ramassent la tour blanche.
Voilà, donc c'est une possibilité ici, c'est ce qu'on va voir. Dame prend C6, il y a Dame E2, échec au roi. C'était la menace des noirs au départ. Le roi bouge et on ramasse la tour qui n'est pas défendue. Alors souvent on voit pas comme ça les petits coups qui sont pas possibles parce que la pièce est en prise, mais on oublie qu'on revient dans une position qui était pas bonne. Et alors qu'est-ce que ça change maintenant C6? C'est qu'après tour D7, donc qui est toujours le coup critique, puisque ça menace mat, ça menace Dame prend pion F7, suivi Dame prend fou, échec et mat. Oui. Ici la tour vient de A5 en D5, s'interposant. Voilà, intercepte l'action de la dame et menace de prendre la tour D7. Et si la tour va sur B7 par exemple, il y a la tour qui vient faire un échec et mat sur le roi blanc. Oui, alors ça commencerait à être très critique. S'il y avait dame et tour en action, ça pourrait être très chaud. Donc ici, tour prend tour. C'est forcé. C'est la fin de la partie. Pion prend, dame prend. Et là, il y a ce qu'on appelle un échec perpétuel. C'est joli. Après, oui, c'est joli, c'est thématique surtout. Dame E2 échec. Voilà. Le roi peut tenter d'aller en H3, mais il est très vite rappelé à l'ordre. Ouais, Dame H5 échec. On est obligé de revenir en G2. Oui, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre case. Retour en E2. Voilà. Et là, on peut aller pas en H1 parce qu'il y a mat. Oui. En G1. Et là, il y a toujours Dame E1 échec qui remet le roi sur la case G2. Donc c'est un échec perpétuel. Au bout de quelques échecs, 5-6 échecs, on répète 3 fois la même position. Et donc la partie est nulle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 positions à se rappeler. C'est la position Dame E1, Roi G1, Dame E2 et Roi G2. Et la dernière, c'est Dame H5 et Roi H3. On ne peut pas s'échapper de ces 3 cases-là. Donc 3 cases pour le roi blanc, 3 cases pour faire échec. C'est un échec perpétuel. Donc les noirs arrivent à s'en sortir comme ça parce qu'ils ont perdu un pion. Ils ont intérêt à sauter sur cette occasion. Ici, Boris Gelfand donc n'a pas fait nul. A pas vu donc cette. Il n'a pas vu C6. Voilà. Le coup C6. Voilà. Donc nous revenons à la position de départ, qui est celle-ci. Et donc il proposait en analyse l'autre coup candidat, Dame F3. Dame F3. L'idée de ce coup est d'échanger les dames et d'obtenir ce que Boris Gelfand appelle une complete domination. Oui. Une domination complète, c'est-à-dire qu'après Dame prend Dame, pratiquement forcé, puisque Dame A7 n'offre pas de belles perspectives pour les noirs, puisque aucune pièce ne bouge. Boris Gelfand l'a précisé, la tour ne bouge plus, le fou ne bouge pas, la dame ne bouge pas. On joue tour D7. On joue tour D7, on commence à s'infiltrer dans le camp des noirs, et ça devient catastrophique. Donc ici, il faut échanger les dames. Maintenant, le roi prend. Voilà. Ici, on voit que la tour en A5 peut toujours pas trop bouger, le fou en F8 non plus. Donc les blancs contrôlent la seule colonne ouverte. Et ils ont un plan très simple, qui est donc le roi qui vient en E4, suivi du pion qui avance en G4, du pion qui avance en F5, avec donc des très très belles perspectives. Normalement, Boris Gelfand a mentionné qu'il allait prendre le pion C, et qu'ici la finale était techniquement gagnante. Voilà, donc il a raté il n'a pas vu C6 en fait, tout Il simplement. n'a pas vu C6, c'est ça. Voilà. En fait, il a eu le choix entre les deux coups. Il a vu qu'après Dame F3, il était clairement mieux. Et finalement, il cherchait, c'était un léger Zaynot. Il a vu Dame C4, il s'est dit, oh bah tiens, c'est mat. Ouais. Donc je joue Dame C4. Là, Milov a joué C6. Là, il a compris que c'était trop tard. Il a raté sa chance. Donc, comme quoi, ça se joue à un coup qui fait la différence entre un point ou un demi-point. Voilà, à ce niveau-là. Donc, un tout très, très sympathique analyse de Boris Gelfand. C'est pas souvent qu'on a les analyses de joueurs. On se rappelle de l'année dernière l'analyse de Peter Leko. Peter Leko, dans sa partie contre Khalifman. L'émission est encore disponible. C'est celle du 14 janvier, si je me souviens bien. À voir et à revoir, toujours dans les archives de Diagonale. Il y a celle-là, le 14 janvier, mais aussi de Dortmund, je me rappelle, celle de Dortmund en juillet de l'année dernière, ou début août, où Peter Leko a fait une très belle analyse aussi d'une de ses parties, alors je ne me rappelle plus contre quel joueur, mais c'était aussi très intéressant. Voilà, donc on va passer maintenant à la partie du jour, parce qu'on a un peu de temps. On a 20 minutes maintenant pour voir, Éloi, cette partie entre Zvidler et Gelfand. Alors voilà, le pauvre Boris Gelfand qui s'est fait proprement explosé par Peter Zvidler dans cette partie, il faut bien le dire. Donc position théorique, on a déjà commenté, il me semble, cette ouverture, ça sera à voir dans les archives de Diagonale, mais je pense qu'il s'agissait d'une partie Shirov contre Judith Polgar ou Shirov contre Anand. Oui. C'est une vieille partie de l'année dernière. Je crois qu'il y avait une partie, je ne sais pas s'il n'y avait pas une partie aussi Polgar-Anand qu'elle avait gagnée. Oui, et effectivement c'est possible. Je ne sais pas si on l'avait commenté ou pas, mais il me semble avoir vu cette... En tout cas c'est une ouverture, on va voir, c'est une ouverture curieuse mais connue. Curieuse mais très connue, c'est une Sicilienne Najdorf, la spécialité de Boris Gelfand. Effectivement, Zvidler était complètement sur son terrain dans cette ouverture puisque c'est de la tactique, c'est de l'attaque, c'est-à-dire tout ce qu'il affectionne. Donc on va commencer, voilà, nous y voilà, hop, hop, et voilà, nous voilà incrustés avec un système elliptique qui vient d'être mis au point donc, par notre réalisateur. Voilà. Alors allons-y, nous sommes incrustés en petit et on peut commencer E4, C5, donc sicilienne. On ne commande plus les coups d'ouverture dans Diagonale, déjà puisqu'on n'a pas le temps, et en plus parce que c'est dans les archives. Parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, de toute façon, on peut connaître maintenant les ouvertures grâce à la leçon.
Oui. Donc il faut cliquer sur la leçon et on obtient maintenant des cours d'échecs interactifs en vidéo avec le nom des ouvertures, avec les idées, avec même le déplacement des pièces. Il y a tout pour apprendre à jouer aux échecs, du débutant jusqu'au grand maître. Tout à fait, voire même mieux, Garry Kasparov aurait regardé la leçon, enfin on ne peut pas vous en dire plus. Pion prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, Ouais. A6, A6, fou E3. fou E3, classique. Ça c'est Ça c'est la vente Kasparov, ça. Hein. c'est la vente Kasparov. Qui joue avec les effectivement. blancs ou les noirs d'ailleurs. Et qu'il gagne dans les deux cas. Et qui gagne à tous les coups. Il gagne à tous les coups, c'est-à-dire que là, le S'il jouait contre lui-même, il gagnerait avec les blancs et les noirs. Il marquerait 2 points. il marquerait 2 points, ouais, tout à fait. Garry Kasparov, c'est un magicien. Ouais. G4 est le coup principal, l'autre possibilité c'est le coup E6, E5. Ouais. Et la troisième possibilité, c'est le coup choisi ici, E7, E6, qui permet donc la fameuse attaque Keres, Voilà. G2, G4, puisque E6 a intercepté le fou C8, la case G4 n'est donc plus contrôlée, les blancs se lancent donc à l'attaque. Alors le plan des blancs dans cette position, extrêmement simple, C'est simple, oui. c'est de la boucherie, c'est-à-dire de jouer G5, Dame D2 et Grand Roc, Grand on met roc. le roi à l'abri, et ensuite Ouais. on pousse le pion H tel un bélier, H4, H5, on se retrouve avec un duo de pions, on casse tout avec G6, On casse et tout c'est avec- terminé. Voilà. Non mais les blancs ont gagné Ouais. énormément de parties comme ça, Ouais, il ne ouais, faut c'est- absolument pas en rire, Faut pas- c'est que ça marche très bien, c'est très Ouais, efficace. c'est très efficace. Ouais. Donc ici les noirs réagissent maintenant, ils prennent le taureau par les cornes. Alors c'est là qu'on avait vu cette fameuse partie de Shirov. On va voir que l'idée, après E5, c'est attaque le cavalier blanc et le problème c'est que les noirs attaquent le pion G4. C'est-à-dire Voilà. que fou C8 et cavalier F6 prennent le pion G4. Donc si on ne veut pas perdre le pion, le seul coup, mais il est risqué, c'est de jouer le cavalier en F5. Alors pourquoi est-ce qu'il est risqué? C'est parce que le cavalier vient en F5, donc effectivement intercepte le fou, le pion G4 n'est plus à prendre, et il y a G6. Voilà, le problème c'est G6 et là le cavalier a plus de cases. S'il part, le pion G4 est perdu. Voilà, et si on perd le pion G4, plus d'attaque. Plus d'attaque et puis surtout on a perdu un pion qui d'attaque en plus et on perd un pion. On perd un pion d'attaque, donc c'est pas possible, on ne peut plus reculer, Voilà. c'est trop tard. Donc ici, quand on ne veut pas partir et qu'on est attaqué, Il faut contre-attaquer. il faut contre-attaquer. G5. Voilà, donc on donne une pièce. Attaque le cavalier F6, on donne Pour une les- pièce. Mais en fait, on peut dire les noirs prennent le cavalier F5 et je prends le cavalier F6. Normalement c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Et normalement c'est ce qu'on fait. Mais ici, si on prend le cavalier F6, c'est un choix assez logique, assez normal. Ouais. Je ne sais plus exactement ce qu'on joue, je crois que c'est F5, F4. hein. F5, F4, ce coup-là, qui chasse le fou et qui commence donc à gagner du territoire pour les noirs. Et puis en plus, le pion F6 est condamné. Le pion F6 va être ramassé. Donc ici, on ne prend pas F6, on sacrifie une pièce. C'est-à-dire que quand on a dit A, il faut dire B. Mm. Et ici, on sacrifie donc complètement la pièce. C'est très curieux. C'est là où on voit que cette ouverture est curieuse. C'est curieux. Alors le cavalier, effectivement, pour l'instant, ne peut pas vraiment repartir. Parce que s'il vient en D7, c'est quand même très très risqué, puisqu'on voit un embouteillage complet dans des pièces noires. Ouais. Les pièces noires ne sortent plus. Les blancs ont tout sorti. Ils peuvent lancer une attaque fulgurante sur le pion F7. Oui, une pour jouer attaque sur fou case blanche. C4 et on voit que ce pion F7 est très faible. Hein. Ouais. Ça menace tout de suite dame D5 par exemple Il y avec a un les- mat. Il y a les deux cases D5 et E4 qui sont à disposition pour le cavalier blanc. Ouais. Donc il y a des très belles perspectives. Mais ici, les noirs n'ont pas dit leur dernier mot. Ils rendent la pièce. Ils rendent la pièce, Enfin, ils font contre- semblant. mais contre-attaque. Ils prennent le centre. Une contre-contre-attaque, puisque là, D5, ça menace D4, fourchette sur cavalier fou. Fourchette sur cavalier fou, tout à fait. Donc ici, on prend la pièce quand même. Voilà. D4. D4. Et maintenant, fou C4, défense indirecte. C'est-à-dire que si on était amené à prendre une des deux pièces, puisque les deux pièces sont attaquées, il y aurait fou C4, prend pion F7, échec, Échec. Et le roi sera obligé de prendre le fou, obligé de prendre le fou, obligé de prendre une pièce de plus. parce qu'il mais n'a pas le choix. malheureusement, Il n'a pas le choix. Hein. il n'a pas le choix, il ne peut pas jouer autre chose. Il n'y a pas d'autre coup. La dame noire se retrouverait en prise. Donc Voilà. je pense qu'on va vous montrer cette variante-là en image. Puis on prend. Fou prend F7, échec au roi. Ouais. Roi prend fou. Et là, dame prend dame, boum. Dame prend dame, boum. Effectivement, c'était le cas de le dire. Ouais. Ici, le roi se retrouve complètement dénudé. Donc au niveau matériel, on a 2 fous pour la dame, c'est déjà pas suffisant. En plus, le roi noir est complètement explosé. Donc ici, ce n'est pas une option, on ne peut pas jouer comme ça. Alors, retour. Nous allons revenir rapidement. Ouh là là, que se passe-t-il? Trahi par la technique. Fou C4. Fou C4. Donc Les là, pièces ne sont pas en prise. donc contre-attaque encore une fois des noirs. Dame C7, attaque le fou C4. Donc là, toutes les pièces noires blanches sont en prise. Hein. Alors ici, il s'agit d'une triple attaque. Ouais, c'est une triple. C'est une triple attaque, puisque la dame C7 attaque le fou C4, Voilà. et le pion D4 continue à attaquer et le cavalier C3 et le fou E3. Donc là, les noirs vont récupérer quelque chose. Hein. Donc les blancs font une triple défense, dame D3 qui défend les 3 pièces. Bon, malheureusement, effectivement, quand un pion vient prendre une pièce, on a quand même perdu une pièce. Ouais. Pion prend fou, grand roc. Et là, grand roc, voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Premier bilan, toutes les pièces blanches sont sorties, il n'y a plus que la tour H1 qui n'est pas en jeu, sinon tout le reste est à fond.
à fond, puisque la dame et la tour contrôlent donc fortement la colonne D. Ouais, il faut pas que la noire bouge trop parce que sinon il y aura un mat. Voilà, le fou C4 continue son travail sur les cases blanches. Ouais. Le cavalier C3, alors lui c'est pire, il est prêt à bondir sur la case D5 Ou la case 4 éventuellement. ou la case E4, il attaquera la dame. Donc ici les pièces blanches sont à fond Et et les notez pièces que noires n'ont pas sorti grand chose. les deux pions F6 et F5 doublés, mais dans le camp des noirs, sont très très embêtants. Parce qu'on peut noter que les noirs, ça les empêche de sortir leur fou C8, ils n'ont pas beaucoup de cases. Et le fou F8 n'a pas de cases très très intéressantes, peut-être la case H6, Oui, mais qui n'a pas l'air non plus très très. effectivement, les deux pions pointés en rouge ici sont des beaux motifs positionnels, Ouais. puisqu'ils contrôlent beaucoup de cases à proximité du roi C'est un ennemi. peu et ça, c'est des épines quoi, dans le camp adverse. c'est des épines, hein, c'est des véritables épines. Pion point F2, alors ça c'est un coup qui est discutable, Ouais. effectivement, puisqu'on a l'impression que ça perd un temps. Mais ça empêche une tour blanche de venir sur la case E1. Oui, tout à fait. Ça, c'est-à-dire que- ça contrôle des cases importantes, Voilà. mine de rien. Ce pion contrôle les cases E1 et G1. Oui. Et donc, en fait, au lieu de dire que c'est une perte de temps, on peut dire que ça va en gagner. C'est-à-dire que si les blancs sont amenés à aller chercher ce pion pour pouvoir placer mieux leur tour, on aura gagné du temps. Mais ici, Svidler ne l'entend pas comme ça. Voilà, Zidler, lui, il a calculé autre chose. Il a calculé autre chose. Il a calculé qu'il allait donner encore une pièce. Ouais. Fou prend F7, échec au roi. Alors notez que la première possibilité, dame prend fou, se heurterait à dame D8 pour les blancs, échec et mat. Hein. Donc la dame viendrait sur la dame noire, prendrait le fou. Ça serait sanctionné tout de suite par dame en D8, échec et mat, protégé par la tour D1. Oui. Le roi noir est pris au piège. Le Donc, fameux baiser de la mort. le baiser de la mort, puisque la dame embrasse le roi fortement et goulûment. Égoulument, donc ici, le roi se retrouvait complètement étouffé. Voilà, donc le roi est obligé de prendre le fou. Le roi doit prendre le fou. Le roi prend fou. F7. Voilà, mais par contre les blancs ont donné une pièce. Alors bon. Les blancs continuent. Dame D5, échec au roi. Voilà, alors c'est là qu'on voit le fou F5 est bien, parce que sinon il y aurait fou E6 qui serait embêtant. Oui, le pion F5 effectivement est très important. Ça limite bien l'action du fou E6, enfin du fou C8 qui ne peut pas revenir en E6. Ouais. Ici, il y a une partie où le roi est revenu en E8, qui donne lieu à une position très compliquée. Donc on est toujours en théorie là. On est toujours en théorie, c'est toujours les fameuses parties de Chirov, d'Anand et de Polgar. Ils sont trois, il y a Gelfand aussi qui avait déjà joué ça et déjà perdu Ouais. contre Alexei Chirov. Ici, donc, roi prend F6, alors que roi 8 est une autre possibilité. Position très très compliquée évidemment, mais c'est jouable. Roi prend F6, cavalier E4, échec au roi. Voilà. Alors, Donc là on ramène une pièce à l'attaque, avec une pièce très bien placée, difficilement délogeable, Oui. et qui contrôle les cases proches du roi noir. Alors cela dit, il faut dire quand même que les blancs, on a l'impression qu'ils perdent un peu tous leurs pions, quoi, puisque Ouais. roi prend pion est possible. Alors effectivement, c'est très très chaud. Hein. On a l'impression que ça mettrait en jeu les tours blanches plus vite, hein, parce qu'on pourrait jouer tour H en F1 par exemple, menace tour prend F2 avec échec, et toutes les tours vont massacrer le roi, on a l'impression quand même. Alors, une petite remarque sur cette position, elle est très tactique, mais pourtant l'ordinateur n'y comprend rien. C'est-à-dire qu'on met cette position-là sur Fritz ou sur un logiciel, un module d'analyse, l'ordinateur dira toujours que les noirs sont gagnants, ou alors presque toujours. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Les blancs ont une énorme initiative, ils ont 2 pièces de moins, mais ici, le roi noir ne peut pas respirer dans cette position. Ouais, donc, typiquement dans une position où le matériel ne compte plus. Roi prend F5 a déjà été joué, mais ici, Gelfand joue roi E7. Svidler joue F6 échec. Qui a l'air un très bon coup, puisque c'est une nouvelle épine placée. On remplace l'ancien pion F6 par le nouveau. Par le nouveau, on est en train de gagner du temps, le roi noir Par contre, n'arrête pas de bouger. on perd un peu de contrôle des cases blanches. On perd le contrôle des cases blanches. Roi E8. Alors ici on se dit, bon bah là qu'est-ce qui se passe maintenant? À venir, le fou va sortir, le cavalier va sortir aussi. Les blancs semblent un peu essoufflés. Voilà, il faut trouver une nouvelle façon d'augmenter l'initiative. Voilà. F7 échec. On redonne une pièce. Alors on continue. Non, là on ne donne rien puisque sur dame prend pion, Voilà. il y a le fameux thème. Baiser de la mort. Le Paf. baiser de la mort. Dame D8, échec et mat. Donc ici, roi prend F7 est impossible puisque le pion F7 est défendu par la dame. Ouais, donc il faut jouer roi E7. Roi E7 est forcé. Et maintenant, c'est là que Svidler joue un coup assez astucieux. Il va passer de l'autre côté. Ouais. Passer de l'autre côté. On ne voit plus les perspectives, on ne voit plus comment attaquer, comment profiter de la dame en D5. On va donc la transférer. C'est vrai qu'on aimerait bien la voir ici, la dame, voire même en F6 où elle donnerait échec et mat. Donc dame D2. On repasse de l'autre côté, on menace dame G5 suivi d'un mat assez rapide et assez violent. Oui. Donc dame D2, coup très fort. Dame C6. A noter que la menace était également dame prend pion F2, qui est encore jouable ici. Mais enfin, dame C6. Attaque le cavalier E4. Attaque le cavalier E4. Défend la case F6, ça c'est très important. Oui. Ça empêche un dame F6 mat éventuel pour plus tard. Mais c'est très dur à commenter cette partie parce qu'on a l'impression que les noirs n'ont joué que des mauvais coups, on va dire. Puisqu'ils ont toujours bougé leur roi
et toujours bouger leur dame. Pour l'instant, ils ont sorti aucune pièce. Ils n'avaient pas trop le choix. Ils n'ont pas trop le choix. Ils ont 2 pièces de plus. Mais pourtant, on a Ils n'ont pas le choix que- d'avoir 2 pièces de plus. Ça, c'est beau. Ouais. Ça. Ouais, ils Ça, ont c'est été beau. obligés de les prendre. Ils ont été obligés de les prendre. Ouais. C'est comme si comme s'il fallait donner ses pièces aux échecs pour gagner. Ce qui est un peu vrai souvent, d'ailleurs, quand pour une attaque de maths. Ah, d'accord. Dame G5, échec au roi. Ça continue. Donc ici, toujours pas de choix. Si le roi vient en E6, on se fait asséner Dame F6, échec et mat. Ouais. Et il n'y a pas d'autre coup que roi prend F7. On reprend F7 complètement Donc forcé. encore une fois, les blancs forcent les noirs à prendre. Ça fait 3 fois qu'ils forcent les noirs à prendre du matériel. Oui, alors on a donné les 2 pions F5 et F6. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a donné ces 2 pions? On n'était pas obligé de les donner quand même, on aurait pu les garder. Eh bien, c'est pour ouvrir la colonne F. Puisque maintenant, c'est l'heure de tour H-F1, la dernière pièce qui n'était pas en jeu. Voilà. Elle n'est plus gênée par ces 2 pions qui n'ont disparu. À Et noter ben- que ça donne une pièce encore une fois, puisque le cavalier E4 est en prise. Oui, le cavalier E4 est en prise. Et on très voit que ça serait important. un mat rapide. Alors on peut le détailler. Dame prend cavalier, c'est une possibilité. Ça n'a pas été joué bien sûr, puisqu'après tour prend F2, 2 possibilités. Enfin, on peut rendre le matériel, on peut donner la dame, mais dans cette position, c'est pas vraiment une option. Ouais. Sur roi E8, il y a le fameux mat. Voilà. Tour des 8 mat. Et autre possibilité, si le roi décidait de venir en E6, Voilà, ça serait un dame F6. dame F6, mat. Mat. Donc, ici- c'est un massacre. Effectivement, prendre le cavalier E4 n'est pas une option. Il faut jouer autre chose. Ouais. Donc là, les noirs choisissent de sortir leurs pièces et ils font bien, parce que c'est ce qu'il faut faire quand on est en infériorité comme ça. Fou C5 semble être un très bon coup, puisque ça évite tour point F2, on jouerait fou point F2. Et ça développe une pièce. Ça développe une pièce. Sfiedler joue cavalier point F2. Alors là, il y a un moment extrêmement important de la partie, c'est-à-dire que si les blancs, enfin si les noirs peuvent jouer fou prend cavalier, ils vont éliminer une pièce d'attaque très importante, c'est ce cavalier, et donc a priori ils pourraient se défendre. Mais là, on voit pas trop, non, ils peuvent pas trop, parce que s'il alors, faut prendre cavalier, il y a Ils l'impression peuvent le qu'il jouer. y a encore le mat, on a Eh l'impression. oui, ben, malheureusement il y a encore le mat, et c'est justement pour ça que la position noire est désespérée. Ouais. C'est parce que justement ce coup fou prend cavalier est impossible. Là c'est les mêmes variantes sur roi E6, dame F6 mat, et sur roi 8, tour des 8 mat. Ouais. Donc c'est complètement impossible de reprendre. C'est là qu'on voit là, c'est dingue parce que les noirs, c'est marrant parce qu'on voit quand même que les noirs, toutes les pièces noires sont encore sur leur case de départ. C'est là où on voit la force du développement, la grande force du développement. Si on fait bien attention à bien se développer, Oui. on peut donner du matériel pour attaquer le roi. On peut, d'autant plus que là on l'a donné pas dans le désert, puisqu'on a quand même, il n'y a plus rien devant le roi noir. Le roi noir il est complètement dénudé. Donc ici cavalier point F2, fou point F2 n'est pas possible, et c'est l'arrêt de mort pour le roi noir. Oui, parce que le cavalier va bondir en libérant la tour. Il y aura toujours les 2 tours qui attaquent avec toujours cette menace terrible, et le cavalier en plus qui va Oui. s'ajouter. Donc c'est terrible, c'est vraiment beaucoup trop. Alors Boris Gelfand sort une pièce, cavalier D7, mais cavalier G4 échec. On est en train de s'infiltrer. Alors attends, on va peut-être revenir sur cette position. Donc là, les noirs n'ont pas le choix, ils sont obligés de jouer un 8. Ils sont obligés de jouer en 8, puisque sur roi E6 suivrait, entre autres, je pense qu'il y en a d'autres, le mat avec tour F6. Donc on peut le mentionner. Sur roi E6, la tour vient en F6, et quand le cavalier prend la tour, dame prend, Voilà. baiser de la mort. Baiser de la mort. Et si le roi bouge, évidemment, on prendrait la dame avec la tour, en faisant un échec de la dame, Oui. ce qui ne perdrait pas la tour, et donc terminerait la partie aussi. Donc ici, roi E8 est obligatoire, mais là on sent quand même qu'il y a un gros problème pour les noirs. Ça doit mater dans tous les coins. Ici. Ça doit mater dans tous les coins. Le choix de Sfiedler est très logique, c'est-à-dire qu'on a envie de mettre une tour sur la colonne E pour assassiner complètement le roi noir, donc on élimine le défenseur, on joue cavalier prend pion E5. Cavalier prend pion 5. Donc sur cavalier prend cavalier, il y a le mat, tour de 8 échec et mat. Tout simplement. Le cavalier donc est cloué, le cavalier D7 ne peut pas bouger. Donc ici très difficile de proposer des coups pour La dame est attaquée, dame noire, donc les noirs peuvent toujours pas sortir leurs pièces. En plus, leur cavalier D7, bon, mais il empêche le fou C8 de bouger. Ils ont vraiment rien pour eux, les noirs là. Non, là c'est totalement une catastrophe. Le cavalier en E5 attaque la dame, ça va encore demander du temps pour les noirs. Et la colonne E c'est ouverte, donc ici c'est un drame. Dame E6, tour F1. Les blancs jouent, c'est peut-être une des premières fois où les blancs jouent avec la même pièce. Oui, et un coup relativement calme par rapport au précédent. Très calme, mais enfin ça fait mal quand même, puisque sur le chemin de la tour se trouve le roi noir et la dame noire. Ça fait deux pièces majeures à défendre à tout prix. Sur cavalier prend cavalier, il n'y a plus le mat en D8, mais il y a simplement tour prend cavalier. Tour prend cavalier qui cloue la dame noire qui est perdue. La Oui. dame noire ne peut plus bouger parce que si la dame noire bouge, il y a échec de la tour évidemment. Donc c'est interdit. Et la menace très forte, c'est cavalier prend D7, attaque le roi ou la dame au coup d'après, puisqu'il faudra bouger l'une des 2 pièces.
Cavalier prend D7, ça cloue la dame et ça gagne tout simplement. Ici, Boris Gelfand joue cavalier F6, mais ici, n'importe quel coup de cavalier gagne la partie. Svidler choisit de mettre le cavalier en D3. Donc là, on l'a dit, ça cloue la dame. La dame est clouée. En même temps, le bonus, ça attaque le fou C5. Mais ici, il n'y a plus de problème, il n'y a que 2 pièces. Alors on peut jouer peut-être cavalier E4 encore dans cette position. Alors, cavalier E4, on peut le jouer, effectivement. Mais il y aurait simplement... alors, que se passe-t-il sur cavalier Il E4 faut faire attention, parce que cavalier E4 attaque la dame blanche. Bon, par contre, évidemment, ce cavalier n'est pas... on peut voir la Voyons cette possibilité intéressante on a le temps de voir un peu qui nous avait échappé. Voilà, cette possibilité. Donc effectivement, Mais il y a peut-être dame H5 échec. dame H5 échec, on enlève la dame avec échec. Voilà. Si la dame noire essaie de s'interposer, On prend le cavalier avec échec. on prend le cavalier avec échec et on ramasse le fou après, Avec la dame. avec la dame. Si le roi noir bouge, par exemple roi F8, et bien ici, le coup cavalier prend C5, attaque la dame, Ramasse tout. récupère le cavalier au coup d'après, c'est la fin, on aura un pion de plus avec les blancs Il y a menace encore tour D8. et encore toute l'attaque. Oui, il y a toute On menace l'attaque. tour D8 aussi. C'est terrible. Ici c'est terrible, c'est totalement terrible. Alors la partie, il n'a pas joué le cavalier E4. Il a choisi un autre coup. Dans cette position-là, il a choisi fou E7, Fou E7. perd la dame, donc Svidler cueille les fruits en fait, cueille les fruits, tour prend E6, fou prend E6, tour E1, on continue quand même. Donc tour 1, donc là c'est très beau parce que ça attaque le fou E6 et il y a le fou E7 derrière, donc il y a beaucoup de pièces. Là le problème c'est que les noirs vont sortir leurs pièces mais les deux tours sont pas connectés. Et donc elles ont du mal à venir en défense, c'est le roi qui les empêche d'ailleurs. Il va falloir protéger ce fou E6. Mais ici, effectivement, si le fou bouge, le cavalier F6 est perdu, puisque le fou E7 sera cloué. Voilà, dame prend cavalier et le fou ne peut pas reprendre à cause de la tour qui fait échec. En cas de tour G8, on suppose facilement que la dame va venir en E5, fortifier encore toutes ses menaces. Ouais. Donc ici, il n'y a simplement pas de solution. Et Boris Gelfand joue cavalier D7, qui perd évidemment après tour E1 prend fou E6. Et qui n'a même pas été joué. Ça n'a pas été joué, il a abandonné. Ça c'est un peu moins souvent qu'on le voit, c'est qu'on joue son coup et on abandonne après. On joue son coup, on abandonne après, c'est technique. D'habitude on abandonne tout simplement. Oui, on abandonne tout simplement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'était un Zaynot, peut-être que Boris Gelfand n'avait plus beaucoup de temps. Il a joué cavalier D7, s'est aperçu tout de suite qu'il y avait tour prend E6, il a donc joué son coup et abandonné immédiatement. Mais il ne devait plus déjà avoir beaucoup d'espoir dans cette partie. Zaynot, ça veut dire donc qu'il était, en crise de temps, il l'a joué très vite, il ne se rendait pas trop compte de ce qui se passait encore. Mais là, bon, il a vu que c'était totalement fini parce que le fou E6 va être perdu, le fou E7 aussi derrière. Et là, c'est terminé. L'attaque est encore trop forte et surtout, l'avantage matériel est passé du côté blanc. C'est terrible. C'est un massacre cette partie, vraiment. C'est complètement terrible. C'est un véritable massacre. Très belle partie quand même de Peter Svidler qui a tout sacrifié, tout donné et qui a fini par remporter une excellente victoire. Alors, est-ce qu'on peut dire que Svidler a un style proche de celui de Chirov alors ? Non, c'est pas tout à fait le même style. Chirov, il est un peu plus fou dans la conception. Je pense qu'il prépare mieux ses offensives. Chirov a la capacité de préparer longtemps les attaques. Svidler, c'est quand même plus cash. C'est-à-dire qu'il attaque dès le début et il continue, il harcèle son adversaire, il ne le lâche jamais. Voilà, donc très beau tournoi d'Aubienne. Je crois qu'on s'est régalé. Je crois que merci à Olivier Bissacher de nous avoir si bien reçus. Merci aux organisateurs du tournoi d'Aubienne de continuer à œuvrer pour ce très beau festival. On espère qu'on y sera l'année prochaine. Tout à fait. Et donc on va se donner rendez-vous maintenant pour la rentrée en septembre, hein, puisque là on va prendre un peu de recul. Diagonale, c'est fini. C'est pas tout à fait fini puisqu'on va retransmettre le championnat de France. Oui, prochain grand rendez-vous à ne pas manquer, ça sera à partir du 22, donc le mardi 22 août au soir. Oui. Premier compte rendu sur le championnat de France. Ça sera suivi par un compte rendu quotidien tous les soirs à 21h pour savoir qui sera champion de France cette année. Alors Étienne Bacro, Yossif Dorfman, Anatoly Weiser. Ou Éloi Rolange. Ou Éloi Rolange, effectivement. J'aurai donc la double casquette de joueur et co-présentateur de Diagonale. Donc ça sera pas facile, mais en tout cas, championnat de France, c'est un très beau tournoi qui s'annonce à Vichy et ça sera bien entendu en direct sur Diagonale, qui maintenant est recommandé par la Fédération française d'échecs d'ailleurs. Voilà, Diagonale recommandée par la Fédération française d'échecs, on en est très content et ça nous fait bien plaisir et on va se faire encore un beau plaisir en commentant ce championnat de France en direct de Vichy. C'est une première, ça n'a jamais été fait. Donc la première fois qu'une télévision, il se trouve qu'elle est sur internet, va retransmettre en direct des rubriques quotidiennes sur le championnat de France d'échecs. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour le 22 août donc à Vichy, sinon pour la continuité de Diagonale classique entre guillemets à la rentrée en septembre.